Bonjour, je m'appelle Jessica Webb et je suis coordonnatrice de la mise en œuvre du Centre des connaissances au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom des équipes du Learning Network, du réseau et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire intitulé La stérilisation forcée contrainte, le génocide continu des peuples autochtones. Donc, il s'agit de comprendre les résultats d'un projet communautaire mené par Rain City Housing dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. Puis, il y aura un débat d'experts sur les stratégies, donc la réduction des risques identifiés par la communauté pour lutter contre la violence étatique du système de protection de l'enfance pour aider les familles à rester unies. Nous reconnaissons que l'Université Western est située sur les terres traditionnelles des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Lenape et des Attawandaron, sur les terres liées au traité du comté de London et au traité de Sombra de 1796, ainsi qu'au traité donc du bol à une seule cuillère. Nous respectons avec cela les relations de longue date que les nations autochtones entretiennent avec ces terres dont elles sont les premières intendantes. Nous reconnaissons les injustices historiques et actuelles que les peuples autochtones, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits, subissent au Canada. Nous reconnaissons également que, en tant qu'institution publique, nous acceptons la responsabilité de contribuer à révéler, à corriger les erreurs d'éducation ainsi qu'à renouveler les relations respectueuses avec les communautés autochtones par le biais de notre enseignement, de notre recherche et de notre service à la communauté. Nous reconnaissons également que de nombreux Noirs ont été violemment déplacés au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous continuerons à travailler en collaboration avec les communautés pour remettre en question le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui restent omniprésentes au Canada et qui entraînent des impacts disproportionnés en matière de violence fondée sur le genre dans ces communautés. Le réseau d'apprentissage, donc le Learning Network et le Carrefour des connaissances s'engagent à fournir des opportunités d'apprentissage sûres, respectueuses et inclusives pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour le harcèlement, l'intimidation basée sur la race, la foi, la religion, l'ethnicité, la langue, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le handicap, l'âge, l'apparence ou tout autre statut de groupe. Veuillez consulter les consignes de sécurité pour les webinaires en cliquant sur le lien dans le chat. Ces lignes directrices s'appliquent aux organisatrices, aux intervenantes invitées, aux participants participantes dans notre série de webinaires ainsi qu'à toute autre communication relative à ces événements. Nous sommes honorés aujourd'hui d'être rejoints par Morningstar Mercredi, Nathalie Pambrum et Karen Stowe. Morningstar Mercredi est une auteure, poète, artiste, chercheuse, militante sociale, productrice, actrice, cinéaste accomplie avec une formation en communication multimédia. Ses 40 ans d'activisme et de travail d'activation sont considérables. Une introduction si courte comme celle-ci ne pourrait qu'effleurer l'ampleur de son travail et de son impact considérable. Outre la publication de plusieurs articles, elle est l'auteur de 4 ouvrages. Première édition, Sacred Bundles Unborn. Deuxième édition, Sacred Bundles Unborn, qui vient d'être republiée. Morningstar, A Warrior Spirit et Fort Chipewyan Homecoming. Aujourd'hui, sa voix a été utilisée en matière donc de stérilisation forcée contrainte des personnes inuites et métis au Canada. Son militantisme de conteuse met l'accent sur les objectifs et les responsabilités qu'elle adopte avec le plus grand respect pour ses petits-enfants et toute la communauté. Nathalie Pambrum est fière d'appartenir à la nation métisse. Elle est membre fondatrice, ancienne coprésidente et membre du personnel du National Council of Indigenous Midwives. Elles ont joué un rôle clé dans l'établissement de partenariats entre l'Association canadienne des sages-femmes et le National Council of Indigenous Midwives en mettant l'accent sur l'autodétermination, la réciprocité et l'humilité. En tant que première présidente autochtone de la CSF, Nathalie a intégré les principes de gouvernance autochtone et a donné la priorité à une stratégie nationale pour un accès équitable, des soins tenant compte des traumatismes et des approches antiracistes dans la profession de sage-femme
sages-femmes au Canada. Sage-femme elle-même depuis 20 ans, Nathalie a principalement exercé à Winnipeg sur le territoire du traité 1, travaillant avec des adolescents autochtones, adolescentes urbains et les nouveaux arrivantes au Canada. Les nouvelles arrivantes, à l'automne 2022, sa famille s'est installée à Victoria, en Colombie-Britannique, sur le côté des familles salish de la côte. Nathalie travaille maintenant avec une autre sage-femme métisse de la Rivière-Rouge à la Foundry Victoria Youth Clinic, au Victoria Native Friendship Center et au Songi Wellness Center. Karen Stott a des racines irlandaises, écossaises et anglaises. Karen est professeure adjointe au programme d'études sur les femmes et le genre à l'Université Wilfrid Laurier, où elle enseigne l'histoire des Autochtones et de la colonisation, le féminisme et les politiques de décolonisation, ainsi que les questions de justice en matière de reproduction et d'environnement. Ses recherches portent sur la stérilisation forcée des femmes autochtones au Canada. Elle est l'auteure de An Act of Genocide, Colonialism and the Sterilization of Aboriginal Women. Et là-dessus, je vais céder la parole à Candice pour qu'elle ouvre le webinaire. Merci. Merci donc de la présentation aimable et d'avoir de m'avoir invité donc avec mes deux collègues. Et lorsque je parlais à mes deux collègues, j'ai posé la question de quoi devrais-je parler aujourd'hui? Eh bien, je vais parler de la stérilisation forcée pendant 20 minutes. Je vais parler de l'envergure du problème au Canada selon la recherche existante et je vais placer le tout dans un contexte plus vaste pour que l'on puisse bien comprendre l'ampleur de la chose. Et puis, je vais terminer en parlant des changements systémiques nécessaires en la matière. La stérilisation forcée, donc des personnes autochtones, remonte à 100 ans. Il y avait une loi sur l'eugénie en Alberta de 1928 à 1978 où on a vu des centaines de personnes qui ont été stérilisées, 3% de la population. Donc, ça constitue 6 à 8% de l'ensemble des personnes qui ont été stérilisées en vertu de cela. Et au cours des quelques dernières années, cela représentait 25%. On nous a indiqué que les jeunes femmes autochtones étaient particulièrement ciblées et que les personnes autochtones étaient plus facilement ciblées comme étant mentalement déficientes, ce qui les rendait des cibles. Donc, c'est 78% des femmes donc, qui ont été stérilisées l'ont été pour cette raison. En Colombie-Britannique, il y a aussi une loi de 1933 à 1973 visant la stérilisation forcée. On a su, selon des recherches, qu'à peu près 3200 personnes qui ont été stérilisées ici étaient autochtones et cette stérilisation s'est aussi produite à l'extérieur des lois eugéniques. En Ontario, des années 1930 à 1960, à peu près 1000 stérilisations ont été menées par un homme d'affaires propriétaire d'une manufacture de caoutchouc qui donc de qui on parle comme étant le père de la contraception au Canada et certainement un partisan de l'eugénique qui ciblait les personnes vivant dans la pauvreté, particulièrement les femmes autochtones. Ils indiquaient que c'était un gaspillage d'argent de les soutenir. Donc, au nord du Canada, la loi sur la stérilisation a été proposée à 2 reprises, en 39 et en 41, 1939 et 41, mais aucune loi n'a été adoptée. Et cet ouvrage que j'ai écrit, que vous voyez à l'écran, au milieu des années 70, 1970, des centaines de stérilisations ont été menées sur des femmes autochtones dans les régions du Nord. Entre 12 et 20% de la population d'âge de se procréer a été stérilisée. La raison, c'était principalement donc le fait que la personne avait trop d'enfants, avait donné déjà naissance à 2 enfants ou plus. Et
La stérilisation a été menée aussi dans de nombreux hôpitaux réservés pour les Autochtones au Canada. À l'époque, il y avait donc ce qu'on appelait des hôpitaux pour les Indiens et des centaines de stérilisations non documentées, plus de 1200, y compris si on inclut les hommes autochtones, en plus des stérilisations menées en vertu des lois provinciales dans les divers établissements. Il est important de comprendre lorsque l'on parle de ces chiffres, lorsqu'on stérilise même un tout petit nombre de cette population qui est déjà très modeste, parfois des communautés de 200-300 personnes, cette stérilisation va avoir un effet sur le temps. Et nous savons qu'il y a d'autres enjeux quant au consentement éclairé. Parfois, aucun consentement. Parfois, les formulaires n'étaient pas traduits, évidemment, dans la langue des personnes. Les lignes directrices n'étaient pas suivies en matière de stérilisation du moment. Il y avait aussi des questions d'interprétation. Parfois, il n'y avait pas d'interprète ou un manque de politique en matière d'interprétation, ou parfois, on demandait à des étudiants ou même des concierges qui nettoyaient à l'hôpital leur aide en la matière. Le contexte, donc, était évidemment celui du colonialisme et de l'assimilation. Et donc, cela suivait évidemment la direction de la médecine occidentale en la matière. Il est donc difficile de parler de consentement éclairé. Si vous n'êtes pas au courant, vous allez certainement l'être parce que depuis peu, plus d'une centaine de femmes autochtones ont parlé de leur stérilisation forcée depuis les années 70 jusque dans les années 90. Les femmes autochtones ont vu leurs ovaires donc extraits, donc retirés par des médecins qui ont présenté leurs excuses. Donc, maintenant, il y a un objectif de juste cherchant à visant la justice reproductrice au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, Manitoba. Il y a une autre poursuite en cours au Québec. Il y a des poursuites donc individuelles aussi dans le territoire du Nord-Ouest, en plus des recours collectifs que je viens de mentionner. Et dans le territoire du Nord-Ouest et au Yukon, il y a également des recours collectifs qui ont été déposés par des femmes autochtones. Et on remercie les sénatrices Yvonne Boyer et Judith Godbert qui ont mené des recherches, des études indépendantes qui ont donc étudié les cas des femmes autochtones qui ont été qui ont subi une stérilisation forcée pendant les années 2000, après l'an 2000. Et il y a donc une femme qui a subi de la coercition même avant de donner naissance. Et il s'agissait évidemment de racisme systémique, donc dans les hôpitaux. Et cela permet de comprendre comment donc les services de santé et de bien-être social ont œuvré ensemble au détriment de ces femmes autochtones. Récemment, en 2023, Suzy Basile une chercheuse, a publié un rapport après avoir parlé à 35 femmes autochtones qui ont vécu la stérilisation forcée, mais aussi l'avortement forcé et d'autres types de violences reproductives dans les hôpitaux du Québec. Et il faut se rappeler de Joyce Echaquan, qui est morte donc en 2020 dans un hôpital du Québec alors qu'elle était donc aux prises avec une équipe d'infirmières qui l'avait traitée de manière raciste. Elle avait aussi, elle, été stérilisée auparavant. Et il y a aussi de la documentation sur les femmes de Regina, de Saskatoon, du Manitoba, qui ont donc subi de telles violences dans les foyers de groupe, dans les institutions de soins de santé où elles ont vécu de la pression visant à se soumettre à une stérilisation, un avortement ou des appareils intra-utérins et où on ne leur a pas donné l'information nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Dans certains cas, ces femmes n'ont pas
compris que ce qu'elle vivait, c'est la coercition jusqu'à bien plus tard. Mon deuxième ouvrage, qui sera publié l'automne prochain, étudie les tendances de stérilisation en Saskatchewan depuis les années 70 et les données du ministère de la Santé nous indiquent le nombre de stérilisations qui ont été effectuées dans euh, selon la loi sur les Indiens, le mot indien étant lui-même un terme déshumanisant qui a été imposé et cela ne couvre pas les personnes autochtones qui n'ont pas le statut ou les métis, mais on sait en- entre 1970 et donc jusqu'en 2018, une période de 50 ans, plus de 10 000 stérilisations enregistrées ont été relevées et les personnes ayant le statut d'Indiens sont surreprésentées en matière de stérilisation forcée et ça a doublé quasiment dans les années 80 en 86. On voyait que donc cette population qui ne représentait que quelques pourcentages était à 10% en représentation de la stérilisation. 10%. Donc, au Manitoba, 10% de la population, mais plus de 90% des personnes donc stérilisées. La proportion la plus élevée ayant lieu sur des femmes vivant dans les régions nordiques ou éloignées. Les femmes indiennes inscrites ont été plus aussi susceptibles de subir de tels traitements. En 2018, plus de 25% dans toutes les provinces, quelles qu'elles soient. Il est absolument important de dire que les femmes autochtones sont tout aussi capables que tout autre d'utiliser les options de reproduction de la médecine moderne. Et mon étude montre que les changements au Code criminel du Canada en 1969 qui a décriminalisé la contraception, qui a rendu celle-ci plus accessible et qui a ouvert aussi la planification familiale au Canada, était lié directement à des changements qui avaient lieu partout dans le monde à cette époque, aux États-Unis, mais aussi ailleurs, où les intérêts corporatifs exploitaient les terres, les ressources à des buts lucratifs et ce changement avait un élément de contrôle de la population. La planification familiale était considérée comme une façon efficace de réduire les budgets en réduisant le taux de natalité. En Saskatchewan, les peuples autochtones donc faisaient face au déplacement, à la pauvreté et dépendaient davantage des services de santé provinciaux, gouvernementaux. Depuis 30 ans que j'étudie la chose, en Saskatchewan, on voit bien comment les services de santé et de bien-être désignaient les femmes autochtones comme étant à risque et le contexte de reproduction et de stérilisation coercitive était reproduit. En plus de violations aux droits de la personne et aux droits de reproduction, là, évidemment, ça l'est. La stérilisation forcée des femmes autochtones servait donc l'objectif du gouvernement quant à faire ce qu'il fallait pour les communautés autochtones suite à des problèmes d'enjeux de colonialisme. Et Angela Bashford a fait donc des remarques très intéressantes quant à la question de reproduction dans le monde entier. Elle a dit qu'à la moitié du 19e siècle, les gouvernements savaient que les mesures de planification familiale et donc les mesures en fait et les avancées médicales pouvaient créer une augmentation des populations donc autochtones et qu'il fallait donc faire un contrôle des décès donc et non seulement de la reproduction. Une autre donc technique ou stratégie, c'était le retrait de services de santé nécessaires, ce qui menait à des décès chez les femmes vivant dans la pauvreté. Mais dans les années 1970, le taux de natalité des peuples autochtones au Canada
Canada, donc tu es déjà en perte de vitesse et il y avait systématiquement un enfant de moins par femme autochtone que les autres Canadiennes, mais les techniques, donc les stratégies gouvernementales, y compris des taux de décès plus élevés, donc chez les femmes autochtones enceintes, cela peut être considéré comme une autre technique de contrôle. L'idéal, ce serait de réduire le nombre de personnes autochtones plutôt que de faire ce qu'il faut pour améliorer les conditions dans lesquelles les enfants sont nés et pour veiller à ce que ceux-ci vivent des vies heureuses et longues. Évidemment, la stérilisation forcée des femmes autochtones sert aussi à un autre objectif et mine la capacité des personnes autochtones de survivre et de donc transmettre la culture. Et ça affecte toujours aujourd'hui les femmes et les cultures autochtones et ça réduit aussi la connexion à la terre car le nombre de personnes qui a des liens est est simplement réduit par le fait que la population est réduite. Il est important de comprendre ça quant à l'économie canadienne. Donc, en général, les colons et les gouvernements ainsi que les sociétés profitaient de, du dépeuplement autochtone. Alors, l'échec des gouvernements d'intervenir efficacement et ces stratégies peuvent être des 2 côtés, les 2 côtés de la médaille, car cela donc continue en matière d'expropriation des terres autochtones et de génocide continu contre les peuples autochtones. Il y a donc beaucoup à faire pour mettre le holà, cette pratique, de stérilisation forcée. On en parlera en panel, lorsque j'aurai terminé peut-être et j'arrêterai bientôt, mais peu importe ce qui a été fait, que ce soit la criminalisation ou l'investissement dans, donc, le la santé reproductive, des Autochtones. Il faut assurer donc une, hem, plus vaste, réaction, une plus vaste transformation, plus fondamentale quant aux, relations, qui définissent donc l'interaction, de ces personnes avec les institutions canadiennes, avec le peuple canadien, pour éviter davantage, qui pourraient mener à une stérilisation, accrue. Des éléments qui ont à faire avec les terres, les ressources, qui a accès à ces terres, comment sont-elles utilisées, les relations sociales qui sont inhérentes à la situation. L'enquête sur les femmes disparues et assassinées a établi que ces disparitions sont liées directement aux terres autochtones et que l'expérience des femmes autochtones est liée aussi à la violence systémique qui a à faire avec l'occupation et l'exploitation de ces terres. Et les institutions de bien-être et de santé ont aidé à cela, ont facilité cela au cours des années. Si je reviens à 1918, George Vincent, le président de la Fondation Rockefeller, a dit qu'aux fins de la pénétration paisible des colonies et pour bâillonner les personnes donc qui pourraient vouloir s'exprimer, il fallait le faire avec des baïonnettes. Et ça, c'est avant que la Fondation Rockefeller commence à investir dans la santé au Canada, ce qui a aussi eu un effet sur les activités hospitalières au Canada. Il s'agit d'un homme, Rockefeller, qui a bâti sa fortune sur le pétrole, donc provenant de terres autochtones et qui a donc eu son mot à dire quant à la planification familiale, donc ici et ailleurs. Un autre éminent, universitaire, Richard Brown, a dit que la médecine occidentale a remplacé la religion comme étant le fondement de l'ordre social. Pour les Autochtones, cette médecine occidentale demeure donc un outil de colonisation. Alors, un élément est donc exprimé par l'Association médicale au Canada qui a été fondée
Donc, au moment où le Canada est devenu Canada et que cette association a joué un rôle important pour assurer la coopération entre les acteurs qui, un jour, participeraient à la stérilisation forcée des femmes autochtones. Cette association médicale canadienne et d'autres entités gouvernementales doivent abandonner le contrôle à cet égard et doivent euh, laisser de côté l'idée que leur autorité est une donnée donc évidente et qu'il faut donc agir en termes qui n'ont pas été établis par ces personnes, ces entités. Il faut donc se pencher sur le racisme systémique outre la santé pour aider donc à défaire le racisme systémique et aux luttes des Autochtones contre cela. Et donc, les luttes de ces personnes autochtones qui proviennent de ce colonialisme. Le médecin qui a stérilisé donc une femme inuite sans son consentement en 2018 a été donc trouvé coupable de violation du code de déontologie de l'Association médicale du Canada. Il a été suspendu pendant 5 mois. Il a payé 20 000 et on lui a ordonné de suivre un cours d'éthique, mais il pratique toujours dans une autre province. Ce n'est pas suffisant. À mon avis, s'il était même trouvé criminellement responsable, ce n'est pas assez. Il faut appuyer les peuples autochtones, il faut trouver des manières de le faire et des manières différentes de donc se concerter et de questionner le rôle des institutions que l'on tient pour acquis bien souvent, même les institutions que l'on pense bonnes, lorsque ces institutions et même les personnes qui y travaillent sont coupables de violences contre les personnes autochtones. Je terminerai en disant que les systèmes donc de santé autochtones visent à assurer donc une cohabitation paisible avec la terre et les ressources de celle-ci pour éviter donc la maladie. D'abord et avant tout, c'est la médecine préventive qui devrait primer. Et si nous respections donc les systèmes de santé autochtones et leur souveraineté plus vaste, je crois qu'on pourrait évidemment éviter la stérilisation forcée et les autres éléments coercitifs qui ont été appliqués aux personnes autochtones. Merci. Thanks, Karen. Merci, Karen. Merci d'avoir partagé le contexte historique et actuel important pour comprendre la stérilisation forcée des personnes autochtones. Aujourd'hui, je m'appelle en fait Nathalie Pembron et je vais vous mettre l'accent sur les pratiques exemplaires pour les fournisseurs de services, mais aussi en tant que sage-femme midwife, je voudrais souligner les transformations en cours dans le domaine de la santé des Autochtones au Canada. Et je vais parler du travail dans les communautés autochtones, des fournisseurs de services et des modèles de pratiques qui ensemble, donc vise une connaissance différente de la médecine occidentale pour les personnes autochtones. Étant donné l'histoire complexe de la stérilisation forcée et contrainte, nous avons besoin d'une réaction qui comprend les transformations culturelles, organisationnelles et systémiques nécessaires pour remédier aux inégalités profondes et continues en matière de santé que vivent les populations autochtones. Ces réponses, donc, comme Karen nous a rappelé, doivent trouver leurs racines dans les connaissances autochtones et prioriser les voies, les valeurs et les concepts autochtones. Et je dirais de plus qu'une compréhension solide des causes profondes des obstacles structurels dans les soins de santé et de leur incidence sur les résultats pour la santé est très importante et établit le contexte pour donc voir comment les fournisseurs de services doivent adapter leurs pratiques quotidiennes. Alors, si on commence par parler de la colonisation, je crois qu'il faut reconnaître que le fait d'éliminer les connaissances et les pratiques autochtones en matière de santé
ont été et sont un outil direct de colonisation et d'assimilation. Alors, lorsque je réfléchis à la justice reproductive autochtone, les exemples suivants se présentent à mon esprit. Par exemple, comment le métier de sage-femme autochtone a été interdit et continue d'être supprimé, la façon dont nous avons miné le rôle et les connaissances ainsi que l'utilisation des plantes médicinales autochtones et l'interdiction des cérémonies et des droits de passage qui contiennent des cadres de connaissances relationnelles et de pratiques en matière de bien-être pour les communautés autochtones. Alors, comme Karen l'a si élégamment mentionné, le gouvernement du Canada a été l'agent principal de changement au Canada. Il a introduit des programmes de soins universels de santé et il y a eu des coïncidences assez intéressantes en ce qui concerne la médecine et le rôle des soins de santé dans beaucoup de ces pratiques colonialistes. Malheureusement, cela a fait en sorte que plusieurs endroits ruraux et éloignés ont été mal gérés, sous-financés, mal conçus et conçus sans les rétroactions des peuples autochtones. Et cela a fait en sorte que beaucoup de personnes ont très peu d'accès aux soins de santé et à des fournisseurs de soins de santé. Et je soulève ce point parce que le déplacement et l'accès aux services de naissance et aux services reproductifs a été la norme colonialiste pour la plupart des communautés éloignées et rurales autochtones. Je crois que cela fait en sorte qu'il y a cet éventail de défis qui ont pu se présenter en matière de livraison de prestations des soins reproductifs. On voit un manque d'accès ou un accès retardé à la prestation des soins de santé, à de l'information médicale. Il y a des obstacles linguistiques et culturels qui, en gros, contribuent à de faibles résultats en matière de santé. Et ensuite, il y a les obstacles logistiques. Par exemple, le temps que ça prend pour se déplacer, les coûts personnels qui ne sont pas couverts, le temps où l'on n'est pas au travail, le temps loin de la famille, la capacité d'avoir ou non une personne qui nous accompagne, le besoin de coordonner des choses pendant son absence, par exemple avec la famille, les soins de garde des enfants. Voilà des obstacles à l'accès aux soins médicaux. Sans mentionner le fait qu'il y a rarement une relation entre les fournisseurs de soins de santé et les patients et patientes. Il n'y a pas de continuité de soins. Et je crois que l'un des éléments, c'est que la navigation entre les institutions de soins de santé, qu'il s'agisse du centre d'aiguillage, il pourrait s'agir d'un hôpital ou d'une ressource communautaire existante dans la communauté d'aiguillage. Et puis ensuite, quels sont les services existants au sein de la communauté? Ces lacunes de connaissances sont présentes pour les gens qui reçoivent des soins et aussi pour les équipes de soins plus larges. Et ce sont des lacunes dangereuses en matière de prestation de soins de santé et de suivi de soins de santé. Alors, lorsqu'on jumelle toutes ces choses et que l'on y ajoute les enjeux juridictionnels entre les parties prenantes fédérales et provinciales et les différents gouvernements, on peut voir qu'il y a la création des principes Jordan, ce qui laisse des lacunes très importantes dans la mise en œuvre des services, dans l'accès en temps opportun aux soins. Voilà quelques-uns des obstacles structurels que nous constatons très souvent. Alors, je veux parler de ce que cela signifie en tant que fournisseur de soins de santé. Alors, je vais commencer par vous donner quelques descriptions. Alors, qu'est-ce que la stérilisation? C'est l'interruption mécanique ou l'enlèvement des tubes et d'autres organes. On veut empêcher la fertilisation de l'œuf par le sperme. La stérilisation, c'est une méthode de contraception permanente sans un consentement éclairé. Alors, comme Karen l'a dit, au Canada, ce sujet est pertinent, surtout en raison de notre historique eugénique et en raison de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le racisme continu que subissent les gens. Alors, il y a énormément de scénarios de soins de santé où l'on rencontre la stérilisation.
Le plus souvent, c'est lors des années où une femme peut être enceinte. Alors, on peut voir que ces conversations ont lieu au fil du temps. Elles doivent avoir lieu cependant avant la grossesse. Il faut avoir le temps d'aborder les questions, les préoccupations sans avoir à se presser. Mais ces discussions ont encore lieu alors que la femme fait son travail. Alors, elles sont problématiques, ces discussions. On voit des discussions concernant la litigation des tubes ou pendant que la femme est en train d'accoucher ou bien pendant que la femme est en train de subir une césarienne. Alors, vous savez, les stress, la fatigue, les médicaments, le déséquilibre de pouvoir pendant l'accouchement, cela compromet un consentement libre, éclairé et préalable. Alors parfois, la patiente est admise à l'hôpital afin d'accoucher et il y a plusieurs prestataires de services de soins de santé qui indiquent que la stérilisation est à recommander. Il y a un manque de connaissances, un manque perçu de pouvoir. D'autres familles ont été menacées de voir leurs enfants appréhendés si elles refusaient les procédures de stérilisation. En plus, il y a d'autres manifestations de stérilisation qu'il faut mentionner. Karen en a parlé. Les gens qui sont handicapés ont été exclus du processus décisionnel concernant leur propre fertilité. Il y a également beaucoup de personnes intersectionnelles qui subissent beaucoup de chirurgies sans leur consentement parce qu'elles sont trop jeunes. Cela nuit à leur fertilité. Ensuite, il y a des raisons qui ne sont pas liées à la contraception, où les décisions sont prises pendant les procédures en fonction des constatations. C'est-à-dire que la patiente ne comprenait pas nécessairement s'il était nécessaire d'avoir la chirurgie, ne comprenait pas les autres options, ne comprenait pas les résultats, a été informée après la chirurgie que l'hystérectomie ou autre avait été indiquée sur le plan médical, mais n'avait jamais fait l'objet de discussion et n'avait jamais fait l'objet d'un consentement avant la chirurgie. Malheureusement, il y a aussi des allégations de filles autochtones, aussi jeunes que 9 ans, qui ont été forcées par des travailleurs sociaux à se faire insérer un IUD afin d'empêcher les grossesses si elles sont agressées ou sexuellement actives pendant qu'elles sont dans le système de protection de la jeunesse, et cela souvent sans soins de suivi. Alors, je pense qu'en tant que travailleur de soins de la santé, travailleur de services sociaux, il est important de comprendre les implications de ce que ça signifie que d'être une personne autochtone qui a accès à des soins contraceptifs. Il y a une méfiance envers le système médical. C'est un point de départ naturel pour les gens qui ont accès ou qui accèdent aux soins de santé. Et si l'on peut comprendre les causes et les reconnaître, eh bien, on arrive au début de comprendre comment nos actions peuvent contribuer au rétablissement, à la réparation. Il faut comprendre le déséquilibre de pouvoir dans les soins et l'offre de soins tenant compte des traumatismes pour aller de l'avant. Alors, lorsque je parle de notre rôle en tant que fournisseur de soins de santé, il faut vérifier quelle est notre position. Ne présumez pas qu'en tant que fournisseur de soins de service, que travailleuse sociale ou autre, que vous savez ce qui est mieux pour les familles autochtones. Nous savons qu'il y a des états d'esprit qui existent où l'on pense savoir ce qui est mieux pour les autres. Et c'est parce qu'on pense aussi souvent que les personnes autochtones ne sont pas éduquées, sont sous-éduquées, qu'elles vivent dans la pauvreté, qu'elles vivent dans des logements où il y a trop de personnes et qu'on les aide à faire face à des défis possibles en les empêchant d'ajouter d'autres enfants dans leur ménage ou dans leur communauté. Il faut arrêter de faire des suppositions et de supposer que ces actions et attitudes sont dans le passé. Beaucoup de personnes autochtones continuent d'être marginalisées, d'être non respectées et d'être blessées au nom du système de soins de santé canadien. Les gens ont le droit de prendre leurs propres décisions et ce, de façon informée au sujet de leur propre corps en fonction de leurs valeurs autochtones. Les peuples autochtones, souvent, ne connaissent pas leurs droits au sein des soins de santé. Ils n'ont pas de relation de confiance. Et franchement, la seule façon de changer le racisme, c'est d'établir des relations de respect qui sont ancrées dans les principes suivants.
Choix des patients. Lorsqu'il s'agit du contrôle de la naissance, c'est le choix de la patiente et son choix à elle de choisir la méthode de contraception ou même l'utilisation d'une méthode de contraception. Lorsqu'on parle de remplacer le pouvoir décisionnel, cela ne respecte pas l'éthique lorsqu'on parle de contrôle des naissances. Lorsqu'on pense à la langue de choix, lorsqu'on demande à quelqu'un d'indiquer sa langue préférée, c'est un enjeu d'accessibilité, de sécurité, de qualité et d'égalité des services. Alors oui, nous avons besoin de plus d'interprètes. Les personnes de soutien, les rendez-vous médicaux sont mieux lorsque les gens ont le droit d'amener quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, un gardien du savoir ou autre personne d'accompagnement qui peut les aider à comprendre les questions, à prendre des notes au sujet de l'information qui est partagée ou même qui leur permet de poursuivre la conversation après le rendez-vous afin que la personne puisse prendre une décision éclairée. Bon, le temps de la conversation, on a déjà parlé de ce temps. Juste avant, pendant ou juste après l'accouchement, c'est négligent sur le plan médical, ce n'est pas éthique. Et il faut se rappeler qu'un patient ou une patiente peut retirer son consentement en tout temps. Cela dit, il faut tenir compte des besoins en communication de la patiente. Alors, si vous initiez une conversation sur la contraception, prenez un instant pour demander à la personne comment elle se sent d'avoir cette conversation en ce moment. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle préférerait en parler à un autre moment? La façon dont nous fournissons des choix accessibles ainsi que le consentement, il faut que ce soit axé sur le patient. Il faut ainsi peut-être attendre d'avoir la conversation avant pour qu'une personne de soutien soit présente. Il pourrait s'agir d'offrir une éducation écrite ou orale à la patiente. On veut aider à la prise de décision et on veut respecter le consentement libre, éclairé et préalable. La documentation. Nous adorons tous la documentation en tant que professionnels des soins de la santé. Si une personne qui est enceinte vous dit qu'elle ne souhaite pas la stérilisation, documentez-le clairement dans les dossiers prénataux. Et lorsque la stérilisation fait l'objet de discussions et que la personne y consent, cela doit aussi être documenté dans les dossiers prénataux. Il faut le faire, peu importe les circonstances, la race ou la parité. Si vous travaillez au sein d'une équipe de soins partagés, assurez-vous que la documentation et les processus sont clairs entre les praticiens et praticiennes afin d'assurer des soins, un continuum de soins. On l'a vu. Un fournisseur de soins de service a pris le temps d'avoir ces excellentes discussions et ensuite, c'est son collègue qui est là ce jour-là et tout à coup, qui n'est pas à l'aise de faire un suivi au sujet des discussions préalables et qui refuse d'offrir les soins. Il faut mieux faire les choses. Il s'agit d'une coordination des soins. Je crois qu'il faut être sensible et sensibilisé au traumatisme. Il faut être informé, il faut participer à ce genre de séance. Cela nous permet de comprendre l'historique et le programme, c'est-à-dire les cibles eugéniques, le paysage. Et cela nous permet de savoir comment avoir des conversations de façon à être sensible aux gens qui ont peut-être des déclencheurs de traumatisme, c'est-à-dire qu'il y a un historique dans la famille ou que la personne même a eu une stérilisation forcée. Alors, c'est une éducation continue. Et c'est une action qui est nécessaire. Elle est nécessaire pour le public, pour les fournisseurs de soins de santé, au niveau des études de cycle, de premier cycle et de doctorat. Il faut parler de la colonisation. Il faut que ça soit informé par les survivantes autochtones. Il faut que ça soit informé par des stratégies communautaires. Ça doit inclure notre historique de colonisation et d'oppression et de décolonialisme et d'enseignement sur le racisme. Et il faut se concentrer sur les soins qui représentent vraiment un engagement axé sur la guérison.
Cela doit aussi inclure des compréhensions de la culture autochtone et et des langues autochtones. Alors, quand je pense aux communautés autochtones et à la façon dont elles arrivent à remettre en place des pratiques de bien-être afin de prévenir ces violences, eh bien, je pense que ça commence par l'éducation de nos fournisseurs de soins de santé qui sont axés sur une perspective de reproduction. Il faut s'assurer que cette information est fournie à nos jeunes et qu'elle leur arrive bien avant qu'ils deviennent actifs sur le plan sexuel. De cette façon, les jeunes apprennent à se connaître, à connaître leur corps. Ils ont une histoire de ce qui s'est passé et lorsqu'on a une bonne compréhension de notre corps et du consentement, on est mieux outillé pour prendre des décisions avec confiance et savoir comment obtenir plus d'informations ou bien où l'obtenir si on ne se sent pas suffisamment informé. Nous savons qu'il est nécessaire d'avoir plus de personnes autochtones qui travaillent dans le système de soins de santé et qui peuvent créer les changements nécessaires à la façon dont les soins sont fournis, qui peuvent offrir des soins dans une langue qui est comprise et qui comprennent ce que cela signifie que d'appartenir à une communauté donnée, qui comprennent les obstacles et les lacunes dans les services et comment s'y orienter afin d'offrir des soins, d'excellents soins de santé. En tant que fournisseur de soins de santé autochtones et de travailleurs alliés et travailleuses alliées, une partie de notre travail consiste à faire en sorte qu'il y a des connaissances sur la maternité qui comprennent les pratiques, les connaissances qui favorisent la sécurité alimentaire, qui donnent accès aux plantes médicinales et qui fournissent vraiment un environnement favorable dans les communautés pour la confiance, la responsabilité, etc. On voit énormément de modèles de pratiques novateurs pour le rôle de sage-femme en milieu hospitalier. Dans les institutions, il y a énormément de traduction de connaissances pour les patientes autochtones. On voit la rematriation de la naissance et l'on voit les communautés, les Premières Nations qui transforment les soins de protection de la jeunesse et qui offrent des soutiens aux familles. Alors, pour conclure, je veux remercier Morningstar qui m'a invité à vous parler aujourd'hui. Morningstar va parler du projet de loi S-250 qui propose des lois au code criminel, des changements au code criminel afin que les femmes autochtones et les personnes de genre diversifiés peuvent avoir un accès sécuritaire aux soins de santé. Les problèmes coloniaux exigent des solutions coloniales. Et bien sûr, la responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les personnes qui donnent vie, qui sont autochtones. Ce n'est pas leur responsabilité à elles seules d'intervenir en faveur de leurs soins et de plaider en faveur de leurs soins. Le modèle de soins doit être axé sur l'autodétermination et les choix. Les changements au code criminel ne suffisent pas. Nous avons besoin de praticiens autochtones, de politiciens, d'outils autochtones qui empêchent la stérilisation forcée et contrainte de survenir. C'est du travail à long terme. C'est du travail où les alliés doivent reconnaître le leadership des peuples autochtones dans ces systèmes. Et pour conclure, je veux honorer et soulever la voix des femmes qui ont été assez courageuses de s'exprimer et qui ont vraiment éclairé ce chapitre obscur de notre histoire partagée. Et j'espère que cela vous fournit plus d'outils pour assurer la dignité, le respect et l'autonomie de tous les aspects des soins de santé, ce qui comprend le droit de choisir ou non d'avoir des enfants. Bon, sur ce, je cède la parole à Morningstar.
Can you hear me? Bon, vous m'entendez? We can hear you. Okay, there we go. I just want to say that I'm very honored today to be Bon, je sharing this suis space honorée with aujourd'hui de Dr. Karen partager cette Stout place and avec la Dr. Nat Karen Stott et Nat, Ambrun. Nathalie Pambrun. Tu peux le français? Je sais pas. So I'm very limited in Bon, my je French. suis très limitée dans mon français. I'm taking a moment to ground myself. Bon, je prends un And in instant doing pour so, m'ancrer et I ce begin faisant, with the honoring and acknowledging je commence par the honorer et ancestors reconnaître les and relations that ancêtres, have gone before us les relations qui that nous ont have, précédés. as a result, I'm able to be here today. Qui ont fait en sorte que I je acknowledge peux the me aunties, présenter the devant vous aujourd'hui. Je grandmothers, the reconnais les mothers tantes, les that have grands-mères, les gone mères before us, qui nous ont précédés, those among us and those celles yet parmi unborn. nous et celles qui ne sont pas I encore nées. acknowledge the Je sacred bundles reconnais unborn les, that have been l- denied life as a l- result of les, sterilization. les enfants qui n'ont pas pu naître en raison de la stérilisation. When Karen referenced the Lorsque Charles Karen Council Indian Hospital, a it parlé always de pierces l'hôpital my heart. indien, It touches my l'hôpital spirit autochtone, cela because me my late perce le granny cœur Annie, parce que like Granny ma Annie, grand-mère décédée, Annie, maiden name Laviolette, married name Pichet. née Laviolette, mariée du Her nom de husband, my late Pichet. grandfather Jonas Son Pichet, mari, John S. they Pichet, shared mon grand-père 15 décédé, children. eh bien, ensemble, ils ont eu Of their 15 15 enfants. children, Sur 15 enfants, only 4 survived. 4 seulement ont Charles Council survécu. Indian Hospital. L'hôpital autochtone Of du the 4 Conseil that des enfants. survived, Sur les my 4 qui ont late mom, survécu, Rita, ma mère, décédée maintenant, and my Rita, late aunt, et ma Celine, tante, were able to décédée, conceive Céline, and ont have pu children. avoir des enfants. Conveniently, on part of Je Charles fais Council partie Indian Hospital, des as is the case conseils with d'enfants en Sanibel milieu and hospitalier residential schools, documentation et la has been documentation, comme pour les sanatoriums et les pensionnats, destroyed. a été So, détruite. medical records Alors, les dossiers médicaux that could provide much needed les data dossiers and médicaux qui historical offriraient accounting what occurred énormément de données to historiques hundreds of sur ce qui s'est thousands passé à of des centaines de Indigenous, milliers Métis, and Inuit d'enfants children autochtones, and métis women. et inuits et à des femmes autochtones, métis et inuits. I also need to start by saying that Je vais aussi if commencer par by dire chance anybody que who is watching this si is quelqu'un triggered, qui participe à la séance I would d'aujourd'hui like to est encourage you déclenché, to eh have bien, someone je vous who can be encourage there with you à avoir afterward to quelqu'un qui debrief sera là and avec vous to par la be there suite in afin de faire un support also. débriefage et qui peut vous soutenir. Of the many allies and women that have come Il forward, y a and beaucoup d'alliés, de certainly the femmes qui se survivors and sont survivors, présentées I et am holding my hands up to you today to je, acknowledge je salue les all of what you've survivantes. endured and Je overcome. reconnais tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez surmonté. I need to acknowledge and want to Je dois acknowledge reconnaître et the je veux reconnaître honor I feel and have, the l'honneur que je reverence I hold ressens et la towards révérence que je and ressens for all of the à survivors, l'égard de toutes les and certainly survivantes for Senator Yvonne Boyer for et de la introducing Bill sénatrice Yvonne Boyer qui a S-250. qui a introduit le Also want projet to de loi acknowledge and hold S-250. my hands up to Je and veux aussi honor reconnaître et Attorney Alyssa saluer Lombard, Alyssa who, Lombard, with avocate, Senator Boyer, qui, avec have la sénatrice Boyer, proactively a proactivement facilitated processes facilité les that processus hopefully will qui, on l'espère, enable Bill S-250 to be passed. permettront l'adoption du projet de loi Bill S-250. S-250, which was Ce projet de introduced loi, by qui a Senator été Boyer, introduit par la has sénatrice passed the Boyer, Senate and is now a in the été House. adopté au Sénat et I maintenant est rendu à la provided Chambre des communes.
Il y a un lien ici fourni à la vidéo sur YouTube d'Yvonne Boyer. Alors, si vous voulez plus d'informations sur si vous voulez plus d'informations, je vous encourage à consulter ce lien. Je vais aussi reconnaître Andrea Carmen, qui est la directrice générale du Conseil des traités autochtones international dans l'hémisphère sud de l'île de la Tortue, c'est-à-dire aux États-Unis. Dans les années 1970, cette femme a parlé de la stérilisation des femmes autochtones aux États-Unis. Je salue et j'honore toutes les voix de toutes les femmes, de toutes les tantes, de toutes les grand-mères et certainement de ma grand-mère Annie, dont la vie et la férocité de l'esprit m'a permise d'être ici aujourd'hui parce que elle l'a transmise à ma mère décédée, Rita, qui, à son tour, me l'a transmise. Et moi, à mon tour, j'ai toujours voulu saisir les occasions d'agir de façon autonomisante. Et pour moi-même, en tant qu'auteur, que poète, qu'actrice, mon axe de souveraineté a donné lieu à plusieurs publications, des poèmes, des ouvrages, etc. Et même le livre Second Edition, Sacred Bundles Unborn, c'est le livre que vous voyez à l'écran. Eh bien, Emma voyageait de ma communauté. Je suis voyageuse de ma communauté. Je fais partie du clan du loup de Kaitahl-Dennesolini de la Première Nation des Chippewas d'Alberta. Alors, ma collègue est graphiste et c'est elle qui a créé la couverture de mon livre. J'ai fait beaucoup de travail. Je continue à faire du travail. Et dans tout ce travail, je commence par le tabac. Je demande toujours conseil. Et je n'avance pas sans le faire, sans déposer le tabac et demander conseil. Parce que je dois pouvoir continuer à travailler à partir de mon cœur, de mon âme. Alors, cela a été la façon qui m'a le plus efficacement permis de transmettre de façon appropriée et respectueuse envers les gens qui nous ont précédés, qui sont parmi nous et qui ne sont pas encore venus. Eh bien, lorsque je parle du titre de mon livre, Sacred Bundles Unborn, ce titre m'est venu à l'esprit pendant la méditation, des moments de prière, lorsque j'ai demandé conseil aux ancêtres, aux grands-pères, aux grands-mères, et lorsque j'étais seule. Alors, Sacred Bundles Unborn, le titre du premier et de la première et la deuxième édition parle des centaines de milliers de générations qui n'ont pas pu voir, qui n'ont pas pu naître en raison de la stérilisation. Je pense à moi-même et je sais que je voulais plus d'enfants. Je savais que je voulais au moins 5 enfants. Je viens d'une famille de 7 femmes. Ma mère décédée en avait eu 8. Son premier-né, c'était mon frère, qui est mort quelque peu après sa naissance. Ensuite, elle a eu 7 filles. Je pense à mes sœurs, je pense à moi-même et je pense au lien, au feu qui nous anime grâce à notre mère. Et je souris parce que ma mère était quelqu'un de très animé. Dieu merci parce qu'elle a enduré beaucoup de choses pendant sa vie.
I know that I wanted to have at least 5 children. Je I was sais blessed que je with voulais a avoir very 5 healthy enfants au moins pregnancy et of j'ai été my bénie son when I was par 16. une grossesse très And saine de I mon fils described lorsque j'avais in 16 ans et Sacred Bundles Unborn, the second edition, j'ai décrit dans I mon added a ouvrage, chapter en to it. deuxième And I édition, talk about dans un nouveau my chapitre, grandniece and how they taught me how to bead and make mm, moccasins, and how comment mes today, grandes nièces as m'ont my own appris process à of donc faire du travail de perles dealing et des with mocassins, ainsi de PTSD as suite. a result Et of que ma basically façon history, de traiter la I question found that des, euh, beading and making des moccasins and sewing as a troubles very donc healing suite meditative au process for me. traumatisme des régénérations I've made passées, moccasins for que le travail de my perlage était grandchildren, très and I've sain got 2 pour moi. grandkids. Cela And avait un effet de guérison. I J'ai know donc that there fait would have du been many travail more des moccasins I would have mocassins been made pour mes petits-enfants et had je sais I qu'il y aurait had eu the bien d'autres opportunity mocassins and qui was auraient not été denied the faits, qui auraient right été to fabriqués conceive. si je n'avais pas donc été As an empêchée act of sovereignty donc de and an concevoir, si on ne exercise m'avait pas of forcé sovereignty, à ne pas that's concevoir en where tant Sacred que Bundles personne voulant Unborn came exercer from. sa souveraineté. C'est de là que The mon level ouvrage, of mon livre disempowerment provient. Le that niveau I de experienced désautonomisation when I que began j'ai to vécu lorsque j'ai recall commencé what my à me body, my rappeler psyche, and my spirit wouldn't allow me to recall until I was in my ce 50s. que mon cœur, The mon impact of corps that was so et mon great esprit voulaient oublier that jusqu'à ce que je sois dans I mes felt at euh, that point the only recourse that dans mon I could take la was to end cinquantaine my life. me And I've been clean and sober now for like 38 years. I'd donc even thought about drinking. me menait à donc la Needless to say, consommation I d'alcool, mais understood maintenant at ça that fait 30 ans et point when plus those thoughts que came to me that I je was n'ai in pas crisis. consommé de l'alcool. Only Et je I me would suis rendu not compte know à ce to the full moment-là que je degree vivais of une crise cependant that auparavant. crisis until I Et found je Terry Bailey, who I continue to work n'aurais with pas to pu mettre le process doigt dessus a jusqu'à ce que je lifelong journey rencontre of Terry PTSD. Bailey, qui m'aide à traverser I've donc ces often stated when syndromes being interviewed by post-traumatiques. media, whether it's print, Lorsque radio, or je suis television, interviewée par les that I médias, que ce won't soit la talk presse ou to la radio, what happened, que souvent je ne parle and I pas refuse to, de ce qui s'est which passé. Je is why refuse I wrote it, and I d'en parler encourage souvent. anybody C'est who pourquoi j'ai is écrit interested, cet ouvrage definitely read the chapter, et and you'll understand j'encouragerais donc toute why I personne qui est refuse to talk intéressée about it publicly. But what à people don't lire understand cela pour comprendre and aren't pourquoi aware je of, refuse because I d'en don't make parler it public publiquement, knowledge, is that mais a part of je n'en not parle pas donc discussing publiquement. Mais dans le what cadre de mon occurred, what silence happened to me when I quant à was ce qui s'est 14 years produit old, lorsque is j'avais that it 14 ans, pulled a thread, it pulled a c'est que string ça a vraiment that suscité unraveled so much trauma euh, un- that une if it were suite not de for the traumatismes ability for my body to tels que si ce n'était compartmentalize, pas I wouldn't be possible here today. pour I mon know that. métabolisme de So when that compartimentaliser, thread je was ne serais pulled, pas ici aujourd'hui, as je le sais. anybody Lorsque donc cette that suite de does traumatismes a été knitting or déclenchée, crocheting, if you pull at a comme vous le string, savez, it all comes lorsqu'on fait apart. du travail You're not d'aiguille, complete lorsqu'on in a tire sur un project, fil, souvent whatever ça that va might loin, be, whether it's a scarf or a sweater. que ce soit donc We speak in metaphors. un travail d'aiguille de tricot ou de crochet. So Une fois que l'on tire sur un fil, les choses cascadent. when Et lorsque I became conscious of j'ai what happened compris to me and I started to ce qui recall, s'était produit, it wasn't only ce qui the m'était event arrivé, et of que what je was m'en suis done to my rappelé, body and done ce to n'était pas me. seulement ce qui s'est passé, ce qui a There's no été other way to describe it subi other than I was butchered. par mon corps, c'est que j'ai été en fait j'ai fait l'objet d'une boucherie finalement. The trauma wasn't Et only le encapsulated in that traumatisme moment n'était pas seulement in the hospital at compris 14 years dans ce old processus and what they hospitalier did to my lorsque j'ai body eu and what they did to 14 me. ans. Ce que ça a fait à mon corps, ce que ça m'a fait The thread moi, pulled mais le fil layers, qui a été déclenché and a part of those layers, a and there were permis many, de was découvrir why and is ou why mener à I la didn't découverte understand to the de degree nombreuses of couches the PTSD d'éléments de ce traumatisme until recently.
et que je ne comprenais pas jusqu'à tout récemment. Et je viens d'avoir 61 ans, donc ça m'a pris pratiquement 50 ans pour en arriver à comprendre et à traiter, à composer avec ce traumatisme. Et laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après qu'on m'ait libéré de l'hôpital. Je crois qu'on avait prévu que j'allais donc saigner jusqu'à la mort, qu'on n'allait pas donc me laisser donc vivre une fois que cet avortement non souhaité ait été donc effectué, que on m'a laissé donc pratiquement donc à la mort. Je n'étais pas supposée vivre, je crois, ou lorsque donc on m'a libérée de l'hôpital. 3 mois plus tard, j'ai voulu prendre ma propre vie. Et dans ce processus, I really appreciate what both Karen and Natalie j'apprécie à ce titre beaucoup de ce que Karen et Nathalie ont exprimé, particulièrement quand ce qui a à faire avec l'attitude de blancs, de suprémacistes blancs et de racisme pour justifier les stérilisations historiques. Et j'en parle parce que la première fois qu'à l'âge de 14 ans, 3 mois après ma libération de l'hôpital, je suis retournée dans le nord, dans ma communauté minière d'Uranium City, et que j'ai tenté donc de mettre fin à ma vie, qu'on m'a amenée à l'hôpital. Évidemment, j'ai survécu. Et je mentionne cela parce que j'avais eu à l'époque, un mauvais diagnostic de ma condition mentale qui m'a suivi tout le reste de ma vie et qui a été inscrit dans mon dossier médical lorsque j'ai été libérée à ce moment-là, le 1er janvier. Et ce diagnostic est celui-ci, manico-dépressive avec un trouble sociopathique et asocial. Alors, je vais à l'hôpital pendant une soirée. Je suis libérée par la suite et voici ce que l'on met dans mon dossier médical. Et ça se trouve là encore aujourd'hui. Et ça a voulu dire pour moi, let's just say attitudes that des attitudes que je n'avais jamais comprises lorsque je devais aller à l'hôpital ou que je devais obtenir des soins médicaux par la suite. Toute personne qui pouvait avoir accès à mon dossier médical avait donc cette information. J'ai donc été traitée différemment. Donc, ce que je souhaite transmettre ici, c'est que les mauvais diagnostics de troubles de santé mentale se retrouvent un peu partout et c'est en continu. Le médecin, Dr. Ewan Affleck, qui a produit le documentaire remarquable The Unforgotten, j'étais obligée de faire, j'ai donc eu le bonheur de faire la voix pour le segment sur la naissance. Et je parle au nom des fondateurs, si vous voulez, ou des personnes de l'ancienne garde au Canada, et je transmets leur attitude systémique au Canada aujourd'hui même encore, et ces attitudes qui ont justifié le génocide médical continu. Et il ne s'agit pas simplement de stérilisation. It's the misdiagnosis of
mauvais diagnostic dans mon cas à moi, comme je vous l'explique, comme c'est indiqué dans mon ouvrage et que je partage avec vous ici. Mais je ne suis qu'une personne, mais je sais que d'autres personnes dans ma communauté et d'autres ont vécu des cas où les fournisseurs de services vont dans les communautés et donnent des mauvais diagnostics à des membres de la communauté qui mènent à des justifications de d'abus de pratiques, donc menant jusqu'à la stérilisation. Lorsqu'on parle de stérilisation forcée, contrainte, et ça revient à mon expérience vécue à moi, il ne s'agit pas seulement de questions physiques, médicales. C'est tellement plus vaste, cette faute professionnelle médicale. Ça peut aller bien plus loin et non seulement pour la personne qui reçoit, qui subit cela historiquement, mais je suis très consciente, extrêmement consciente. Lorsque je vais dans un hôpital, par exemple, j'ai souvent, je me suis souvent rendue à l'hôpital avec mon papa, mon feu père et ma mère également, qui n'est plus avec nous non plus. J'ai donc dû aller à l'hôpital à plusieurs reprises avec mes 2 parents, quoi. Et ce que mes parents ont subi parce qu'ils étaient visiblement autochtones, comme je le suis d'ailleurs, ça me brisait le cœur à un point où j'ai dû défendre donc mon père afin que l'on sauve sa vie parce qu'on refusait d'aller de l'avant avec des interventions nécessaires et j'ai dû parler au directeur des services cardiaques que si mon père était libéré de l'hôpital sans recevoir la chirurgie cardiaque nécessaire, que je vais revenir les poursuivre. Alors, mes efforts visant à défendre mes propres droits ainsi que ceux de mes parents ne veut pas dire que lorsque je vais à l'urgence ou que lorsque j'ai besoin de services à l'urgence, ce n'est pas nécessairement un moment où je me sens équipée pour traiter de ces questions-là, mais c'est la réalité, je dois le faire, je n'ai pas de choix. Alors, j'ai été invitée donc à une séance de présentation d'excuses de l'Association médicale du Canada il y a quelques semaines. I think CBC television, national news, and I'm also an investigative j'ai donc reporter and journalist. Parlé donc So I understand the à whole process of editing down the clips when CBC, you're donc being aux interviewed, nouvelles. and Donc, et je let the comprends très bien person le know that was processus interviewing me that I understood that. qui Please, if you're going to put a anything lieu out there, à ce let it moment-là. be that Et I'm j'ai dit donc aux able to journalistes, si articulate vous at least allez in the m'en perspective parler, of veuillez what I want to l'exprimer convey. And of dans la course, that didn't perspective qui happen. m'intéresse de ce que je Nonetheless, souhaite indiquer. Évidemment, ça ne s'est pas produit comme cela. Néanmoins, I was asked whether or not the CMA apology would make a difference, and to that I on m'a said, posé la question, est-ce obviously que no. les excuses de l'Association médicale canadienne allaient donc And then I was then asked why. I changer said, les well, choses, quoi que ce soit? J'ai dit non. Et we on m'a demandé basically live pourquoi et within a j'ai dit medical health parce que system that on for the vit most part, dans un système de systemically, santé, un système historically, has been médical indoctrinated qui, to believe historiquement, that a Indigenous, Métis, été Inuit peoples donc and women of color, people of color, are programmé pour subhuman. considérer les services et les personnes autochtones comme moi, comme les Inuits et les autres autochtones, comme étant des Therefore, sous-hommes, des justifying the sous-humains, medical ce malpractice, the qui deaths, the justifie sterilizations la faute of professionnelle, subhuman les décès, les abus systemically. de manière So that's like a systémique. tidal Donc, wave.
C'est comme une vague énorme. Bon, alors, j'arrive à l'hôpital et j'ai toute cette vague de suprématie blanche, de racisme et autres que je dois d'une fa- que je dois d'une façon quelconque surmonter, même si je suis là pour rechercher de l'aide. Et je ne dis pas que ce soit toujours le cas, mais lorsqu'on me demande pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les choses ne changeront pas, eh bien, j'ai dû répondre la réponse la plus évidente de ma part. C'est ce que je viens juste de dire. Nous vivons dans une société qui, sur le plan systémique, médical, fait en sorte que les gens sont endocrinés pour traiter les femmes, les personnes autochtones, inuites, métisses et de couleur, comme si elles n'étaient pas humaines ou comme s'ils étaient de l'ordre sous-humain. Alors, ça m'est arrivé et c'est arrivé à des milliers d'autres personnes. J'y ai survécu. J'ai survécu grâce à ma ténacité et à ma volonté qui m'a été transmise d'une lignée de femmes dont je suis, d'une lignée de femmes qui sont mes ancêtres. Nous, en tant que peuple autochtone, sommes une société matriarcale. Nous l'avons toujours été et nous continuons de l'être. Les sociétés matriarcales qui se trouvent dans des systèmes patriarcaux, des hiérarchies patriarcales. Et dans ce cas, il faut vraiment écouter le segment sur la naissance du documentaire The Unforgotten. Ce documentaire parle aussi de l'hôpital indien, du Conseil des enfants. Alors, j'ai dit à la journaliste qui m'a interviewée ce qui suit. Comment est-ce qu'une personne peut réagir à cette vague immense? Comment est-ce qu'une personne peut réagir, par exemple, j'ai une amie plus âgée qui est allée consulter un médecin parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et le docteur lui a dit, avant même de l'évaluer, vous ne devriez pas boire comme vous le faites. L'alcool, ce n'est pas bon pour vous. Et de loin, ce commentaire et ce stéréotype et toutes les connotations connexes, c'est quelque chose que l'on voit partout au Canada, sur l'île de la Tortue. Et c'est probablement la blague la plus accessible, le stéréotype le plus accessible, le plus populaire auquel on recourt les gens. Oh, vous savez, ils sont ivres, etc. Alors, mon ami, qui est aîné et très respecté dans notre communauté comme aîné, eh bien, à cette personne, on lui a dit de ne pas boire d'alcool. Il a pu, heureusement, trouver une autre personne pour intervenir en sa faveur et il a fini par obtenir un diagnostic et il a pu finir par obtenir les soins médicaux nécessaires les soins médicaux dont il avait besoin. Mais, pour y arriver, il a dû surmonter pas mal d'attitudes, de préjugés, de stéréotypes, et ce, juste pour obtenir les soins médicaux dont il avait besoin. Alors, sur le plan collectif, c'est une vague immense. Sur le plan individuel, eh bien, moi, je ne suis pas placée pour dire à quiconque, oh, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter d'être si raciste? Ça me conviendrait. Je ne peux pas blâmer les gens qui ont été endocrinés et qui se comportent de cette façon. Je dois presque leur dire, et ce n'est pas de votre faute, du moins pas au Canada. Mais c'est une sortie facile parce que
Chacun et chacune d'entre nous a une voix. Et moi, j'ai choisi d'utiliser ma voix pour parler de l'un des événements les plus horrifiques de ma vie qui m'a enlevé tellement de choses. C'est tellement difficile à l'expliquer. Et ça m'a pris toute une vie pour surmonter cet événement. Et je l'ai surmonté du mieux que j'ai pu. Quand je vous dis que je l'ai surmonté à cette stérilisation, non, quand je parle de stérilisation, du fait qu'on m'a violenté de la façon, non, ça, je ne peux pas surmonter. Eh bien, donc, je veux dire rapidement que lorsque j'ai commencé à m'autonomiser, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, c'est m'autonomiser, reconnaître ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et c'est assez évident sur le plan systémique. Lorsqu'une personne internalise ce niveau de traumatisme et qu'on y ajoute les traumatismes générationnels, c'est-à-dire les traumatismes intergénérationnels, c'est beaucoup, beaucoup. Et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de ma famille immédiate, et je vais parler de ma mère et de ma grand-mère, là, on a 3 générations. Je vais faire de mon mieux dans ma vie et je vais continuer de le faire. Je vais essayer de faire de mon mieux pour m'autonomiser parce que je suis matriarcale, je suis responsable de ma propre guérison, de ma propre récupération, de tout ce qui m'a été enlevé, de tout ce qui m'a été imposé. Et c'est ma capacité de donner vie. C'est ma responsabilité de porter en moi, de vivre avec, de faire mon deuil. Tout le reste, sur le plan médical, systémique, on peut tout simplement informer, on peut écrire les livres, on peut mener les sondages, les études, les enquêtes. Mais nous savons tous, les commissions d'enquête et les recommandations qui en découlent ne seront pas suivies. Alors, ce n'est pas seulement mon parcours individuel, mais c'est plutôt générationnel. En tant que poète oral, j'ai utilisé ma poésie et mes écrits pour m'autonomiser afin de pouvoir avancer dans ma vie. Et c'est un acte quotidien de souveraineté que je mène. Bon, alors voici ce que je veux partager avec vous. L'île de la Tortue et au-delà ses rivants. Des impressions vides sur la terre, des ombres solitaires qui sont dans un désert et qui sont reflétées dans les larmes d'une mère qui fait le deuil pour son utérus, ses trompes fallopiennes, des enfants qu'elle ne verra pas, des générations passées, présentes et futures, des désirs, des rêves qui disparaissent aux 4 vents, tout partout sur terre-mère. Elles ne pourront jamais, les bébés, elle ne pourra jamais les porter dans ses bras. Les silhouettes disparaissent dans les aurores boréales ancestrales qui surveillent, réunis en esprit, mais pour être découverts et enfouis pendant les rêves. Une interdiction embryotique, une ronde de fluidité qui se trouve au sein de la mère. Il n'y a pas de retour pour ce deuil, pour l'enfant qui n'est pas né, les enfants qui ne sont pas nés
ni sur terre, nor in spirit. ni dans So back l'esprit. to those moccasins that I wanted to Bon, make alors je vais for retourner aux my mocassins que many, je many voulais grandchildren, fabriquer pour pour just to tous mes keep it in petits-enfants. perspective. Et j'en aurais eu I would have plusieurs. had Alors, about pour vous 5 donner une children, idée, I'm j'aurais sure. eu environ 5 enfants, j'en suis sûre. And if you look into the future, and if I Et look si on se into the tourne vers future, l'avenir, si just je me in tourne 7 vers l'avenir generations, et que je regarde ce qui se passe dans cette génération, those 7 generations of ces sacred 7 bundles on the ground générations de were petits denied trésors qui ne sont pas no nés, lot on on earth. leur a nié la vie et leur parcours sur Terre. And wasn't that the point? Et Isn't c'était that the ça le most point, n'est-ce pas? effective L'intention, n'est-ce pas? form of C'est covert la forme genocide la plus efficace de génocide inhumane couvert as it is? possible. C'est inhumain. So to hear from Alors, Senator Boyer la that sénatrice Bill Boyer S-250 has a passed the Senate indiqué is que le now in projet the de loi House 250 avait été adopté par le Sénat et qu'il se trouvait maintenant dans la Chambre des gave communes. me hope. Cela m'a donné espoir. And though it's often quoted as sterilizations up to 2019, Et vous recorded and savez, that we're on aware, parle de I stérilisations would venture to say qui sont that mises au as we dossier speak, jusqu'en as we 2019. were Eh bien, moi, told, je dirais que même that is aujourd'hui, happening somewhere ça se passe encore quelque in part Canada, in the au Northern Canada, Hemisphere. dans l'hémisphère du Nord, sur l'île de la Tortue. Bill S-250 would Le projet de loi effectively impact that and S-250 stop it. aurait un impact sur cette pratique et l'arrêterait. I think that's about it for me for now. Bon, je pense que c'est tout pour moi. You're on mute, Jess. Thank you. Sorry. Thank you so much, Merci, Morningstar, for being with us Morningstar, today and d'avoir été parmi sharing nous your aujourd'hui wisdom and et guidance. d'avoir fait So part de grateful. votre sagesse et de vos conseils. Nous vous sommes We only have reconnaissants. time for a Q&A Nous ne today, pourrons pas passer à une but période de we have questions your aujourd'hui questions parce que nous available manquons de temps, and mais nous we avons have vos them questions. noted and Nous avons noté vos we questions can talk about having them answered in the et future. nous pourrons chercher So, des réponses à thanks l'avenir. again to Alors, Karen and merci Natalie encore une fois à for Karen also et à dedicating Nathalie this, your d'avoir time to us and this consacré important de work votre that we're temps so à grateful nous for. et à ce travail important. Nous vous We sommes also très want to say a big reconnaissants et thank you to our reconnaissantes. Nous interpreters, voulons aussi Christopher remercier nos and interprètes, Joanne, Christopher et Joanne, as well as our ainsi que French interpretation nos interprètes vers le services français, by Carolyn and Sylvie. Caroline et Sylvie. And then also a big thank you Et un to gros the merci rest of the KH au team reste and de the l'équipe Learning du Centre des Network, connaissances et du Learning Jade, Hub, Jasmine, Jade, Margarita, Jasmine, Annalie, and Jenna. Margarita, Annalie et Jenna. We wish you a well afternoon. Nous Take vous good care of souhaitons yourselves, un and bel we'll see après-midi. you Prenez next bien time. soin de vous et on se Thank voit you la so prochaine much. fois. Merci.